Et alors, mes grandes cousines se moquent de moi encore aujourd'hui. Elles me disent, tu te rappelles quand tu bégayais, tu bégayais, tu bégayais. Il n'est jamais arrivé d'oublier tes mouchoirs et d'être en direct. Si, il m'est arrivé d'oublier mes mouchoirs et d'être en direct avec deux petites choses blanches, deux ailettes. J'espère pas trop strict quand même. En fait, je me sens hyper chaleureuse à l'intérieur de moi. Il y a beaucoup de chaleur, tu sais, à l'intérieur. J'ai une petite fille qui a 11 ans. J'aimerais qu'on aborde avec toi le sujet de la maternité. Ma vie de maman a été marquée par des étapes douloureuses. Ni linéaire, ni parfaite. Authentique, déterminée et surtout bien réelle. Mes invitées viennent telles qu'elles sont et pas seulement telles que nous les connaissons. Je vous invite chez Telle Quelle. Ici, on enlève ses chaussures et on ose se dévoiler en toute intimité. On ne se la raconte pas, on se raconte. Ça commence. Alors, je t'ai demandé de me ramener un objet qui est cher à ton cœur. Donc, j'aimerais le découvrir et que tu m'expliques la symbolique justement de cet objet. Alors, je vais ramener quelque chose qui effectivement fait partie de ce que j'appelle mes jolies choses. En fait, c'est une collection des œuvres d'Aimé Césaire. Alors, c'est un objet que j'aime parce qu'il a de la valeur à la fois dans le fond et dans la forme. Dans le fond, parce qu'il s'agit de l'œuvre complète d'Aimé Césaire, qui est l'un de mes poètes, écrivains préférés, évidemment, martiniquais. Donc, c'est vraiment une référence pour moi, une référence littéraire, aussi une référence identitaire, et par la forme, parce que c'est la seule collection des œuvres intégrales de Césaire. Donc c'est un objet que j'ai cherché longtemps, parce qu'il n'en existait plus. Certains l'ont peut-être hérité de leurs parents ou de leurs grands-parents. C'est une collection aux éditions Desormeaux. Feu Émile Desormeaux avait, voilà, comme ça, créé cette collection avec toutes les œuvres de Césaire. Donc on retrouve les poèmes, les œuvres théâtrales et également toute l'œuvre historique et politique de cet écrivain majeur de la Martinique. Donc voilà, c'est vraiment la jolie chose dans ma bibliothèque et l'un de mes objets préférés. Transition toute trouvée, parce que je vais te demander justement cet amour de la lecture. Tu l'as depuis quand? Est-ce que c'est depuis l'enfance? Parce que j'aimerais qu'on parle un peu de cette période. Effectivement, j'ai toujours beaucoup lu depuis l'enfance. J'étais celle qui emmenait toujours ses livres avec elle quand on allait avec mes parents à des sorties diverses. Moi, je m'isolais très rapidement pour bouquiner. Je ne crois pas que ma fille ait hérité de ça parce qu'elle passe plus de temps sur son portable que dans des livres. Mais moi, j'étais cet enfant-là qui aimait beaucoup lire, se plonger dans ces univers romanesques. Et ça en dit un petit peu aussi de l'enfant que j'étais. Donc assez studieuse, relativement réservée, qui vivait dans les mots et dans les bouquins. Voilà. Donc un profil plutôt sage comme une image et pas l'enfant qui fait les 400 coups. Non, j'étais C'était pas... un petit mix. Alors, je faisais pas les 400 coups du tout quand j'étais enfant. J'étais plutôt le profil bonne élève, studieuse, gentille à la maison, qui rendait service, qui récitait les poèmes le jour de la fête des mères, de la fête des pères, etc. etc. Donc j'ai vraiment eu une enfance relativement calme, hein, vraiment toujours de bonnes notes à l'école, bonne élève. Le petit profil de l'enfant, oui, modèle, on va dire, sage en tout cas. Pour le plus grand bonheur de tes parents. Oui, c'était facile, peut-être sans doute plus facile à me gérer moi que ma grande sœur, qui elle était plutôt dans le registre 400 coups. Donc tu as une sœur? J'ai une grande sœur qui a 3 ans de plus, Christelle, et avec qui je m'entends très bien. On n'a pas du tout la même personnalité. Et ce qui est marrant, c'est que alors qu'à l'époque de notre enfance, ma sœur était plutôt 400 coups et moi enfant modèle, je pense qu'aujourd'hui la vapeur a été inversée et je suis plutôt maintenant 400 coups anticonformiste et ma sœur me semble beaucoup plus calme et apaisée, réservée aujourd'hui qu'à l'époque. Tu peux raisonner aujourd'hui, très bien. Et est-ce que petite, tu savais déjà quel métier tu voulais exercer? Alors, j'aimais donc, comme je viens de le dire, beaucoup lire. Donc, je savais que j'allais travailler dans un métier qui me permet d'utiliser les mots, quelque chose en rapport avec les mots. Et ceci dit, je me rappelle d'anecdotes de 6e où on devait faire un journal télévisé pour un exposé. Et j'avais été très séduite par cet exercice. Ma prof de français, d'ailleurs, s'en rappelle encore, Madame Ursulé, à l'époque
au couvent de Cluny. J'avais fait cet exercice de JT et j'avais trouvé ça très intéressant. Et je m'étais dit à ce moment-là que j'allais être journaliste. Donc finalement, c'est une vocation qui s'est déclenchée dès la 6e. Donc on peut dire que très tôt, je savais que j'allais faire ça, même si, in fine, le chemin vers ce métier a été un peu plus tortueux que prévu. Prévu. Donc il y avait déjà quand même des prémices. Tout à fait. Il y avait des prémices, il y avait un intérêt, une appétence pour tout ce qui relevait de l'actualité, de la prise de parole en public, de passer des informations à un auditoire. Oui, déjà, à l'époque, j'aimais bien faire ça. J'aimais bien prendre le mic, si on peut dire. En parlant de prendre le mic, justement, j'ai trouvé intéressant qu'on puisse aborder une thématique. Tu as eu un trouble de la parole plus jeune. Toi, aujourd'hui, qui as une diction parfaite, qui est d'ailleurs un outil de travail important pour toi. Est-ce que tu peux nous parler de cette période? Comment c'est arrivé? Comment tu as vécu ça? Et surtout, comment tu as surmonté cela? Parce qu'aujourd'hui, j'envie cette élocution que tu as qui est juste parfaite. Alors, merci Carline. Alors en fait, c'est vrai que je ne me rappelle pas de tout parce que c'est dans ma petite enfance, mais je sais que j'ai eu des problèmes de bégaiement quand j'étais plus jeune, très jeune, je pense entre 6 et 9 ans. Je bégayais et du coup, conséquence de ça, mes parents m'ont fait prendre beaucoup de cours d'orthophonie. Donc j'ai été suivie par un orthophoniste pendant de nombreuses années. Alors mes grandes cousines se moquent de moi encore aujourd'hui. Elles me disent, tu te rappelles quand tu bégayais, tu bégayais, tu bégayais. Moi, je ne me rappelle pas à quel point, mais je crois que c'était à un point certain, au point en tout cas qu'on me fasse suivre par un orthophoniste pendant de nombreuses années pour rectifier cela. Et aujourd'hui, et donc du coup finalement, ça s'est amélioré puisqu'aujourd'hui j'arrive quand même à prendre la parole. Peut-être que parfois, quand je suis un peu stressée, ça peut revenir, je peux être hésitante. Et je me dis, tiens, ça revient. Mais du coup, grâce à cette orthophonie, j'ai appris à rebondir et à pouvoir m'exprimer malgré ce petit handicap de départ. Et puis, j'ai fait beaucoup de théâtre aussi. Oui. Donc finalement, je pense que ça m'a aussi aidée à surmonter ce stress de la prise de parole en public. Quand j'étais au petit couvent notamment, puisque c'est là que j'ai fait mon école primaire, on avait c'était sœur Anne-Marie à l'époque qui animait beaucoup d'ateliers, donc la chorale et le théâtre. Et à l'époque, on jouait des pièces liées à la liturgie, donc à la Bible. On reproduisait des scènes de la Bible. Donc j'ai fait Jésus. J'étais Marie. J'ai fait Marie. En fait, j'avais tous les rôles stars à chaque fois. Donc j'étais Jésus, j'étais Marie, j'étais Joseph, Jean-Baptiste, etc. Donc ça aide aussi à mieux s'exprimer et à apprendre à surmonter ces hésitations de langage. T'as pas fait Dieu? J'ai pas fait Dieu. Matérialisé. Non, j'ai pas fait Dieu parce qu'on le matérialise pas. Sinon, mais s'il y avait un rôle pour Dieu, je pense que j'aurais été dans le top 3 des candidats au rôle. Excellent, excellent. En tout cas, aujourd'hui, merci les cours d'orthophonie parce que vraiment, comme je le disais, tu as une très belle élocution et je pense que c'est intéressant de l'aborder. Il ne faut pas être fataliste en fait. Et je trouvais que c'était une belle expérience à partager. Complètement. C'est vrai que la prise de parole en public, c'est important. Aujourd'hui, dans la société actuelle, on est de plus en plus amené à prendre la parole. Le système scolaire français, malheureusement, peut-être comparativement au système anglo-saxon, ne favorise pas forcément dès l'enfance et dès les premières classes la prise de parole. Or, c'est très important et ça se travaille. Il faut bien comprendre que les gens qu'on admire, on se dit oh, quelle élocution, quelle diction parfaite, ils s'entraînent, ils prennent des cours parfois, ça se travaille. En tout cas, la prise de parole, vraiment, ça se travaille. Et tous ceux qui peuvent avoir des réticences ou des craintes par rapport à ça, il faut vraiment qu'ils sachent que ça se travaille et qu'on peut vraiment s'améliorer dessus, à condition d'être bien accompagné, d'avoir le bon coaching pour ça. Kathleen, tu as une fille également. Alors, il me semble que nos filles ont le même âge. Je crois qu'elle a 11 ans, c'est bien ça? Exact. Est-ce qu'on peut dire son prénom? On peut dire son prénom. On lui a pas demandé l'autorisation, on ne dira pas son prénom. On dit pas? C'est toi. Écoute, moi je peux le dire parce que c'est un prénom entre guillemets original choisi par son papa. Elle s'appelle Fauve. Alors à chaque fois il faut qu'elle épelle. Fauve, F-A-U-V-E, oui, voilà. Comme le fauve. Donc, on peut dire donc, voilà. Fauve. Exactement. Donc tu as une petite fille qui a 11 ans. J'aimerais qu'on aborde avec toi le sujet de la maternité. Comment s'est passée ta grossesse, ton rapport à la maternité? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce volet?
C'est un volet très important pour moi parce que ma vie de maman a été marquée par des étapes douloureuses. Cette petite fille que j'ai eue à 29 ans, c'est ça, à 29 ans, était quelque part un vraiment beau cadeau parce que je suis passée par plusieurs étapes dans la maternité. J'ai fait une interruption volontaire de grossesse à 21 ans. Donc ça a été une maternité avortée, faut le dire. Donc 21 ans, ça donc à marque. l'époque, tu étais étudiante. Exactement. À l'époque, j'étais étudiante et il n'était pas question pour moi de garder cet enfant. Donc je le confie là. Maintenant, je sais que ça peut faire débat, mais voilà, je sais que c'est une problématique à laquelle beaucoup de femmes sont confrontées à un moment ou à un autre. Voilà, la décision a été prise comme ça. Aujourd'hui, j'ai pas de regrets par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est toujours une décision difficile. En plus, on l'apprend à un moment donné, on ne se rend pas compte qu'on va garder ça quand même, quoi qu'il arrive, toute sa vie, et que ça va aussi déterminer son rapport à la maternité. Donc, il y a eu cet épisode-là. Et puis ensuite, lorsque j'ai eu une seconde grossesse, j'ai dû faire une interruption médicale de grossesse cette fois, parce qu'il y avait des difficultés autour de la survie de ce fœtus. Et là encore, c'est une étape extrêmement douloureuse. Donc, l'IVG d'une part, alors l'IVG c'est une décision plus volontaire, comme son nom l'indique. L'IMG, on l'a subi. Mais dans les deux cas, voilà, c'est des maternités potentielles qui n'ont pas abouti. Donc forcément, quand une troisième grossesse arrive, on est stressé, on est inquiet, on se pose beaucoup de questions et du coup, finalement, cette grossesse s'est très bien passée et a donné cette magnifique petite fille qui a 11 ans aujourd'hui. Mais c'est vrai que moi, j'ai un rapport à la maternité qui est marqué par ça. Et ça fait que dès que je rencontre des gens qui attendent un enfant ou des gens à qui on annonce une grossesse, je suis très pudique dessus parce que je sais que ça peut très bien se passer comme ça peut ne pas très bien se passer. Donc je pose très peu de questions. J'accueille ce qu'on peut vouloir me dire. Je ne vais jamais demander à quelqu'un que j'ai vu enceinte à un moment et que je vois plus enceinte, si ce n'est pas quelqu'un de proche. Je ne vais jamais lui demander d'emblée, alors ton accouchement, comment ça s'est passé. J'attends qu'on m'annonce ou pas une nouvelle et ensuite je peux derrière échanger parce que je sais, comme mes grossesses ont été marquées par des échecs, je sais qu'une grossesse peut aussi être marquée par de la douleur, de la souffrance et la perte d'un enfant. Là, tu m'en parles relativement sereinement. Est-ce que tu as toujours pu le faire ou est-ce qu'il t'a fallu du temps pour pouvoir justement échanger assez naturellement sur ce sujet? C'est vrai que c'est un sujet qui reste assez tabou. On parle beaucoup des grossesses heureuses et réussies, rarement des pertes de bébés, encore moins des avortements. Qui va dire qu'il a fait un avortement? Voilà, donc quel a fait un avortement? Donc c'est des sujets qui sont relativement tabous. Bon, j'en parle aujourd'hui parce que je suis assez à l'aise avec ces sujets et je trouve intéressant aussi qu'on lève les non-dits sur ces problématiques parce que ça peut aider beaucoup de femmes. C'est des choix de femmes. Je pense que toutes les femmes, à un moment ou à un autre, sont confrontées à des décisions comme celle-là, soit avorter, soit une grossesse qui s'achève mal, soit même un désir d'enfant qui n'aboutit pas. Donc voilà, la maternité, c'est un processus extrêmement complexe. Et je pense qu'on serait beaucoup plus à l'aise si on pouvait parler de tous les sujets qui concernent cette phase de la vie des femmes. Merci pour ce partage précieux, parce que je pense qu'il peut contribuer aussi à libérer la parole, tout simplement. Complètement. C'est vrai que ça reste beaucoup souvent dans le cadre du couple, éventuellement de la famille, mais même avec les amis, ce ne sont pas forcément des sujets avec lesquels on est très à l'aise. Je pense qu'il faut un peu démocratiser ça. Ce sont les réalités des femmes et il faut qu'on soit OK avec le fait d'en parler assez librement. Donc merci pour ça. Alors, écoute, maintenant, on va continuer sur notre lancée pour essayer toujours d'en savoir un peu plus sur toi. Donc, il y a Kathleen, le personnage public, à l'image assez policée que l'on connaît. Et tu as donné quelques petits indices
juste avant, où tu parlais un petit peu aujourd'hui d'une personnalité un peu plus anticonformiste. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qui se cache derrière cette Kathleen, bien sous ça, ou est-ce que derrière, la femme au quotidien, c'est une tornade? Alors, tornade, je ne sais pas, mais c'est vrai que je sais que j'ai en moi une dualité. Après, je suis du signe astrologique du Gémeaux, donc c'est peut-être lié. Mais je sais vraiment qu'en moi, je sens bien une dualité entre le personnage. Alors, j'aime pas le mot personnage parce qu'il y a un côté construction artificielle. C'est pas quelque chose de construit, c'est dans ma nature d'avoir deux visages. Celui qui me permet de faire mon job, celui qui me permet d'évoluer aussi dans une certaine partie de la société. En fait, je sais m'adapter, j'ai un peu ce côté caméléon. Mais aussi, je suis quelqu'un de très, comme tu l'as dit, anticonformiste, iconoclaste. J'aime bien aussi ce mot-là parce que j'aime beaucoup être libre. J'aime beaucoup être libre en même temps et parfois la société met une chape de plomb sur nos envies, sur nos désirs, notre façon d'être. Et en fait, dès que j'ai l'occasion de me libérer, je suis très à l'aise aussi avec ça. Alors souvent, ça surprend des personnes qui me voient d'une certaine manière. Ils sont assez surprises de me voir différemment. Avec une image peut-être stricte, justement. Voilà, j'espère pas trop stricte quand même, mais le côté présentatrice je sais que je renvoie ça. Je sais que je renvoie la personne très froide, distante, alors qu'en fait, je me sens hyper chaleureuse à l'intérieur de moi. Il y a beaucoup de chaleur, tu sais, à l'intérieur, ça paraît peut-être pas comme ça. Donc la Reine des Neiges, c'est pas vrai? La Reine des Neiges, voilà, la Reine des Neiges, elle est glacée à l'extérieur et très très chaude à l'intérieur, chaude au sens positif. Bien sûr. Voilà. Mais voilà, et je sais que moi, j'aime beaucoup être libre. Donc, du coup, par ce fait, j'aime pas trop les règles. Et donc, la situation actuelle, par exemple, du Covid, qui nous impose des règles de vie, des organisations, des couvre-feux, etc., je le vis très, très mal, de plus en plus mal. Ça porte clairement atteinte à ma liberté de fonctionner. Et je comprends que beaucoup de gens aussi se sentent entravés par tout ça. Bon, on le fait pour les bonnes raisons, semble-t-il. Hein. Il faut se protéger notre entourage, protéger les personnes âgées. C'est une maladie qui est relativement grave, un virus grave. Mais voilà, cette période me montre à quel point je suis attachée à ma liberté et du coup à celle des autres aussi. Et donc, je respecte beaucoup la liberté des gens et leur façon de voir les choses. Chacun a sa façon de voir les choses et j'aime aussi par conséquent beaucoup débattre, confronter des points de vue et de voir comment sur une réalité donnée on peut avoir vraiment des approches complètement différentes et ça c'est la liberté de chacun et j'adore cette liberté qu'on peut avoir chacun à condition de respecter l'autre et j'aime beaucoup échanger sur ce genre de sujet. Il faut peut-être rappeler qu'il y a à peu près 7 mois, tu as quitté Via TV pour RCI, mais donc à l'époque tu t'invitais quasiment tous les soirs sur les écrans dans les salons des Martiniquais. Je pense bien des dizaines de milliers de personnes. Lors des prises d'antenne, est-ce que tu avais le trac? C'est easy ou est-ce que vraiment il y a une vraie gestion du trac malgré toutes ces années d'expérience? Oui, et malgré l'expérience, on a toujours... alors, non, c'est pas une appréhension du trac peut-être, oui, on va dire ça. Moi, je me rappellerai toujours d'une interview que j'avais lue de Michel Drucker, qui est un grand présentateur TV avec une longévité incroyable. D'ailleurs, il présente toujours, il a repris l'antenne, je crois, qui disait qu'à partir du moment où, au moment de prendre l'antenne, tu ne ressens plus ce stress, c'est que tu as lâché l'affaire. Parce qu'en fait, c'est un stress positif d'abord, c'est celui qui te permet de tenir l'antenne, d'être réactif, d'être aux aguets. Parce que quand on fait du direct, il faut vraiment mobiliser toutes ses forces vives, tout son cerveau, son corps, tout doit être au taquet. Et donc, ce stress te permet d'être vraiment concentré véritablement. Et en plus, il démontre aussi que tu prêtes une attention particulière à ce que tu vas communiquer aux gens à ce moment-là. Tu sais qu'il y a des gens derrière, tu sais qu'ils ont une attente par rapport à un certain nombre d'informations, tu sais qu'ils viennent au rendez-vous et tu te dois d'être à la hauteur tous les soirs et même si c'est pendant 1 an, 10 ans, 14 ans, 30 ans, 100 ans, tu as ce rendez-vous-là et tu te dois, pour les gens qui viennent te regarder, d'être au top.
Et c'est ce rapport-là qui fait que tu es stressé parce que tu veux être performé à chaque fois. Et donc, pour ça, il faut que tu sois concentré et mobilisé entièrement. Comment se matérialise le stress chez toi et est-ce que tu as des astuces, des techniques parce que je me dis que tu en as forcément, parce que je les veux bien pour moi, en vrai. Ah là là, alors, bon, ce stress, ça va dépendre des jours, mais ce stress se matérialise notamment aussi sur l'élocution, parce que parfois, quand on stresse, on a tendance à bafouiller, donc il faut réussir à se remobiliser. La respiration aide beaucoup, et puis aussi, moi, mon premier facteur de stress, c'est la transpiration sous les bras. Donc ça, pour ça, j'ai une petite astuce d'ailleurs, je l'ai là. Donc j'ai mes petits mouchoirs qui te permettent, entre deux reportages par exemple, d'éponger comme ça, délicatement, et qui évite d'avoir trop d'auréoles parce que sur une durée de JT, tu es quand même dans un stress et tu transpires. Donc voilà, ça c'est mon petit truc. J'ai mes petits mouchoirs et entre chaque sujet, j'éponge tout ça pour essayer que ça ne transpire pas. C'est le cas de le dire. Il ne t'est jamais arrivé d'oublier tes mouchoirs et d'être en direct? Si, il m'est arrivé d'oublier mes mouchoirs et d'être en direct avec deux petites choses blanches, deux ailettes. Et tout le monde s'en est rendu compte et ça a fait bien rire mes téléspectateurs. Ceux qui s'en souviennent, s'en souviennent en effet. Excellent. Cette femme que je vois très professionnelle, passionnée justement, je me suis toujours demandé, est-ce que Kathleen a déjà songé à être entrepreneur, à lancer son propre business? Ce serait dans quel domaine? Alors d'abord, j'admire beaucoup les gens qui créent des entreprises. Et il faut pouvoir tous les matins se lever pour sa boîte. En même temps, c'est une source de fierté. J'y pense, j'y ai pensé. Si je dois, en tout cas pour répondre à ta question, si je dois créer une entreprise, je pense que ça sera soit un média, puisque c'est mon cœur de métier et que je me dis que peut-être le meilleur moyen d'exprimer sa vision des choses, c'est en créant son propre média. Mais bon, le contexte est compliqué. Ou peut-être, si j'ai un coup de folie et faire complètement autre chose, ça serait soit la restauration, soit une activité en bord de mer. Petite paillote sur la plage où on ferait je ne sais quoi, mais moi j'aime beaucoup l'environnement mer et je me dis parfois quand je suis en sortie plageau, je me dis mais putain, si tous les matins tu pouvais te lever, aller faire ça, être sur la plage avec une activité autour du tourisme et de la mer. Donc voilà, c'est très paradoxal, mais très éloigné, mais ça pourrait être ça. Puisqu'on rêve, hein. Je ne te dis pas que je le ferai. Hein. Tu es mariée depuis 12 ans, est-ce que c'est bien ça? Exact. Quel genre de femme amoureuse es-tu? Oula, alors, écoute, bon, si je dois, il faudrait peut-être demander à l'intéressé, mais je pense que je suis quelqu'un d'assez solide, sur qui on peut compter. Donc, je mets beaucoup d'importance à partir du moment où on est dans une relation avec quelqu'un, il faut vraiment pouvoir compter l'un sur l'autre en toute situation. Donc, je suis cette femme-là, je vais être aux côtés pendant les bons moments, mais les mauvais aussi. Après, je ne suis pas quelqu'un de collé serré, donc j'ai parlé beaucoup de liberté tout à l'heure dans cette interview, donc c'est valable aussi dans le couple. Il faut vraiment que chacun puisse avoir son espace de liberté. On n'est pas obligé de tout faire ensemble pour se démontrer qu'on s'aime. On peut aussi fonctionner. Je trouve ça très important que chacun puisse avoir ses activités propres, des activités solo. Et nous, dans notre fonctionnement, c'est comme ça que ça se passe. Moi, je peux très bien pouvoir partir en vacances avec ma fille sans mon mari et accepter que lui puisse partir en vacances sur des délires avec des copains aussi. C'est arrivé. Et moi, ça ne me pose aucun problème. Je ne suis pas d'un naturel possessif du tout, ni jaloux. Donc, voilà. Tu n'es pas jalouse? Non, je ne suis pas du tout jalouse. Alors après, jalouse, c'est un concept qui est vaste, hein, parce qu'il y a des degrés aussi dans la jalousie. Après, je ne vais pas être celle qui va surveiller, qui va dire « mais t'es rentrée à telle heure, et t'étais où, et qu'est-ce que t'as fait ?» et recouper des informations, appeler des copines. « Qu'est-ce que tu penses? Il m'a dit ça. » Vraiment, alors ça, c'est vraiment le genre de choses que je ne fais pas du tout.
Et même quand j'ai des amis qui le font, je leur dis, mais les filles, réfléchissez, parce que ce qui doit se faire se fera. Est-ce que vraiment toute cette énergie perdue à essayer de faire des plans sur la comète, échafauder des scénarios parce que le gars est forcément en train de te tromper ou autre, c'est du temps perdu sur la relation et sur soi-même. Pendant ce temps, faites vos affaires, occupez-vous d'autres choses et cultivez les moments passés ensemble et créez ces moments-là. Mettez cette énergie plutôt à créer ces moments-là. Et pour moi, le couple se nourrit aussi du fait que chacune des parties arrive à avoir son jardin secret, ses activités. Et c'est d'autant plus agréable de se retrouver pour se raconter tout ce qu'on a vécu chacun dans nos vies extérieures. On peut résumer un peu votre couple à l'idée d'autonomie et de grande complicité. Exactement, c'est exactement ça. C'est beaucoup de complicité et une grande autonomie et du coup une confiance qui fait qu'on peut être autonome tout en sachant qu'on est connecté de toute façon tout le temps en esprit et même si c'est pas en corps parce qu'on est chacun d'un côté mais on est tellement connecté et des fois je me dis j'ai hâte de rentrer pour lui raconter ce que j'ai vécu et peut-être vice versa quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, Kathleen? Il y a plein de choses, encore. Là, je relève un nouveau défi professionnel, donc déjà, je me souhaite de réussir dans ce nouveau job qui est passionnant. Maintenant, je suis Madame Digital RCI, donc je découvre un nouvel univers avec un champ des possibles énorme qu'offre le digital, les réseaux sociaux, Internet, etc. Ça, c'est très intéressant. Nouveaux médias aussi. RCI, c'est une marque magnifique. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans ce nouveau boulot. Donc, souhaitons que ça marche. Pour l'instant, ça se passe bien. Et ça ne peut que s'améliorer. En tant que femme, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à vivre. Moi, j'aborde ma quarantaine, donc c'est une nouvelle décennie avec encore, je pense, de belles rencontres, de belles expériences. Moi, je me nourris aussi beaucoup de mes rencontres avec les gens. C'est aussi ça qui me construit, donc j'espère pouvoir encore faire d'aussi belles rencontres que j'en ai faites ces dernières années. Et puis, je vais voir grandir ma fille aussi, donc ça va être aussi... C'est déjà d'ailleurs une expérience pas mal, l'expérience de maman. Beaucoup de sujets. Là, elle a 11 ans, donc Carline, comme moi-même, tu le vis. Préadolescence. Il y a tout cet apprentissage aussi de la parentalité. Ouais, donc il y a beaucoup encore de choses. Mes parents aussi, pouvoir être près d'eux. Ce pays dans lequel j'ai décidé de construire ma carrière professionnelle et ma vie, je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à mettre en place et tu en fais partie aussi, Carline, de ces personnes qui ont décidé d'œuvrer à la construction du pays. Voilà, on y est et il y a encore beaucoup de choses à faire aussi pour construire ce pays Martinique qui est le nôtre. Merci beaucoup, Kathleen. Et j'aurais juste une dernière question avant de te dire au revoir. Avec qui et où retires-tu tes chaussures ? Avec toi déjà, puisque tu me fais faire une interview nu-pieds. Excuse-moi, on est très glamour, on n'a pas de chaussures. Oui, mais c'est pour être confortable. Et sinon, écoute, ça me va très bien parce que j'enlève souvent mes chaussures. J'aime être nu-pieds. Donc déjà chez moi, systématiquement, j'ai même pas, parce qu'il y a des gens qui ont même des chaussures à la maison. Moi, dès que j'arrive à la maison, on enlève les chaussures. Et puis, dès que je peux me débarrasser de mes talons, je le fais en tout lieu. Donc, j'ai envie de te dire partout. Tes pieds nus ? Ah oui, par exemple, si tu veux cette anecdote-là, oui. Oui, il m'est arrivé... à un moment, il y avait un plan en dessous de table. Donc là, j'étais tenue d'avoir mes chaussures. Mais quand ce plan-là a disparu, oui, il m'est arrivé d'être trop en retard pour enfiler des chaussures compliquées. Donc, JT nu-pieds. Même si c'est vrai que le JT, j'aime bien quand même avoir les chaussures parce que ça te permet de t'équilibrer. Quand t'es nu-pieds, t'es moins à l'aise. Mais oui, ça m'est arrivé moult fois. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Carline, j'étais ravie de te répondre sur ce ton un peu décalé, un peu détendu. Donc, merci de m'avoir fait confiance et de m'avoir reçue.